Bonjour, bienvenue pour ce récap tourné le 26 octobre. Alors aujourd'hui on va parler notamment des 49.3 qui nous sont tombés sur la tête à l'Assemblée nationale. Donc 2,49.3 en 2 jours, vous l'avez peut-être suivi la semaine dernière, à moins de 24 heures d'intervalle, sur le PLF et sur le PLFSS. Alors le PLF c'est quoi? C'est le budget de l'État, c'est-à-dire d'un côté dans la partie recettes les impôts, et dans la partie dépenses c'est nos services publics, et toutes les politiques publiques qui méritent d'être financées. Et le PLFSS c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'on appelle souvent la Sécu, c'est-à-dire d'un côté les cotisations sociales pour aller vite, et de l'autre côté les hôpitaux, les EHPAD. Alors, pourquoi le 49.3 ? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'utiliser cet outil que lui autorise la Constitution de la Ve République ? Tout simplement parce que le gouvernement et la Macronie, c'est-à-dire la minorité présidentielle qui l'accompagne, ne supportent pas, la moindre contradiction ne supporte pas d'être mis en minorité. Et surtout, ne supporte pas qu'on ne puisse pas être d'accord avec sa politique qui est d'abord anti-redistributive et on le voit bien dans les débats qui sont menés à l'Assemblée, dans les votes qu'ils font et dans les votes qu'ils ne supportent pas. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix privilégier, maintenir les privilèges des super riches et des multinationales. Alors, dans le processus parlementaire, ça commence assez tôt. Déjà, dès qu'on dépose des amendements, il y a une grande majorité des amendements qu'on dépose qui sont déclarés irrecevables. Donc ça, c'est le règlement de l'Assemblée nationale qui les autorise à faire ça. Mais ensuite, quand on arrive à discuter des articles et à discuter des amendements en commission et ensuite dans l'hémicycle, ils ne supportent pas non plus qu'on fasse passer le moindre amendement qui n'ait pas été écrit par eux. Et d'ailleurs, quand on arrive à faire passer nos amendements, ils finissent par voter contre leurs articles au prétexte que leurs articles sont dénaturés par nos amendements qui ont été adoptés. Quand je dis nos amendements, ça peut être des amendements de n'importe quel groupe de l'opposition qui trouve une majorité à ce moment-là. Et enfin, ils ne supportent pas qu'on retoque certains de leurs articles. Alors quand c'est comme ça, quand ils en ont vraiment assez, ils finissent par sortir le 49.3. Ils disent que, pour nous disqualifier, que évidemment nous on trouverait des majorités de circonstances. Alors non, il y a tout simplement des majorités de bon sens qui s'expriment à l'Assemblée nationale. Je prends un seul exemple. Vous avez sans doute entendu parler de l'amendement qui proposait de taxer les superdividendes et qui avait été proposé par le MoDem. Donc le MoDem fait partie officiellement des groupes qui soutiennent Emmanuel Macron. Il ne fait pas partie de la NUPES, par exemple. Et donc, cet amendement qui a semblé de bon sens à une majorité de députés présents dans l'hémicycle avait été adopté et finalement ne sera pas gardé par le gouvernement dans le cadre de son 49.3. Donc le gouvernement s'arroge le pouvoir de couper le débat parlementaire. Il faut savoir que sur le projet de loi de finances, le PLF, nous avons eu 9 jours de discussion, et tout le monde d'ailleurs s'est accordé pour reconnaître que c'était des débats intéressants, qu'il n'y avait pas eu d'obstruction particulière de la part d'aucun des groupes. 9 jours cette année, il y en avait eu 11 l'an dernier. Sur le PLF, le couperet est tombé dès le premier jour. Voilà, incroyable. Il faut savoir quand même que, contrairement à la propagande du gouvernement, qui dit mais on peut pas laisser la nation sans un budget, on peut pas laisser la Sécu sans un budget, en fait ces deux budgets, nous avions jusqu'au 31 décembre pour les adopter. C'est-à-dire que nous avions le temps de discuter, d'amender ces textes, de les améliorer. Si nous ne les avions pas votés à la fin, le gouvernement avait le temps de revoir sa copie, de nous proposer un nouveau PLF et un nouveau PLFSS, donc cet argument ne tient pas. Donc le gouvernement peut non seulement couper les débats, mais il peut aussi garder ce qu'il veut. Et en l'occurrence, dans le cadre du PLF, le gouvernement a gardé, dans les amendements qu'il a choisi de conserver, 92% sont issus des rangs de la Macronie, c'est vous dire ce qui reste pour l'opposition. Il s'est permis d'écarter un certain nombre d'amendements qui avaient été votés à la majorité dans l'hémicycle, et il s'est permis d'imposer des amendements qui n'ont été discutés nulle part, ni en commission, ni dans l'hémicycle. Voilà les pouvoirs exorbitants de l'exécutif sur le législatif dans notre Ve République. Je prends quelques exemples pour que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie en termes de nature du texte et de ce qui ne sera pas à la fin et de ce qui sera imposé.
Dans le PLF, par exemple, nous avions réussi à voter le rétablissement de l'exit tax. C'était une taxe qui taxait les Français qui vont cacher de l'argent à l'étranger pendant un certain nombre d'années. Cette exit tax avait été abolie sous le mandat précédent et nous avons réussi à faire voter le fait qu'elle soit rétablie. Eh bien, dans la version finale du texte, le gouvernement n'a pas retenu cet amendement. Peut-être plus proche de nous, nous avions réussi à transformer en crédit d'impôt un allègement d'impôt, une réduction d'impôt pour les résidents en EHPAD. Évidemment, si c'est un allègement d'impôt, ça ne concerne que les gens qui sont imposables. Si c'est un crédit d'impôt, ça concerne tout le monde. Et ça permet de diminuer le reste à charge des résidents en EHPAD. C'était une mesure très populaire qui avait été proposée par le groupe socialiste, donc qui appartient à la NUPES. Dans le cadre du PLFSS, ils ont réussi à retoquer un amendement qui proposait 1 milliard pour les hôpitaux, avec un prétexte fallacieux, c'était que, soi-disant, le milliard pour les hôpitaux que nous avions trouvé, on l'aurait piqué, on l'aurait volé à la médecine de ville. Alors là, il faut connaître un petit peu la technique parlementaire, c'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne à l'Assemblée nationale, quand vous ne pouvez pas proposer une dépense si vous n'allez pas chercher l'argent ailleurs, c'est-à-dire on est en permanence obligé de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais nous, on n'a pas choisi cette règle. Et il y a une possibilité pour le gouvernement qui est de ce qu'on appelle lever le gage, c'est-à-dire de dire bon, on prend votre amendement à 1 milliard et on n'est pas obligé de supprimer les 1,5 milliard pour la médecine de ville. Donc c'était vraiment un prétexte de la part du gouvernement et de la Macronie pour déclencher son 49.3. Je prends un autre exemple dans le cadre du PLFSS. Est maintenue une disposition, alors qui est pas nouvelle, hein, c'est la T2A, c'est la tarification à l'activité, et nous on voulait mettre fin au tout T2A. Je vous donne un exemple que m'a donné un praticien hospitalier, un chirurgien orthopédique, quand on a fait notre tournée des hôpitaux. Par exemple, à cause de la T2A, la tarification à l'activité, vous avez des chirurgiens orthopédiques qui vous opèrent du ménisque, parce que vous avez un petit souci, sauf que vous êtes très jeune et qu'en fait vous opérez du ménisque. Alors certes, ça va rapporter des gens à l'hôpital, mais surtout, ça va faire que votre ménisque, à terme, il va moins bien fonctionner que si on ne vous avait pas opéré. Donc c'est ça, les conséquences de la logique marchande appliquée à la santé et à l'hôpital en particulier. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'obstruction à l'Assemblée de la part d'aucun des groupes, sincèrement. On a eu de beaux débats. Alors, de beaux débats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bien vu la différence entre la gauche et la droite, et en particulier à gauche, on a bien vu l'unité de la NUPES sur l'ensemble des débats. Alors, quand il y a 49.3, eh bien, la Ve République n'offre qu'une dernière possibilité au groupe d'opposition, c'est de déclencher des motions de censure et d'essayer de faire voter des motions de censure pour censurer le gouvernement, puisque dans le 49.3, le gouvernement engage sa responsabilité. La NUPES a déposé 2 motions de censure, une fois sur le PLF, une fois sur le PLFSS, et qu'y a-t-il à dire de plus là-dessus? Vous avez peut-être vu que le Rassemblement national a décidé de voter notre motion de censure sur le PLF. Alors c'est juste un coup de com' du RN. Pour quelle raison c'est un coup de com'? D'abord parce que s'ils n'avaient pas voté la nôtre, et sachant qu'ils avaient déposé leur motion de censure, et que nous n'allons pas la voter, qu'est-ce qui allait se passer? Ça voulait dire que la NUPES allait mettre 150 voix sur sa motion de censure, quand le RN, Rassemblement National, allait mettre 90 voix sur la sienne. Donc on allait bien voir à cette occasion quelle était la première force d'opposition. Ensuite, c'était un coup politique, un coup de com' du RN pour pouvoir taper sur LR. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à l'arrivée, on a réuni 239 voix sur notre motion de censure, donc ça veut dire qu'il n'en manquait que 50 pour faire tomber le gouvernement. Sachant que le groupe LR compte une 60aine de députés, voilà, c'est un peu de leur faute si ça n'est pas arrivé. Et puis la dernière chose qui justifie que c'était un coup de com' de la part du Rassemblement National, c'est que Marine Le Pen, la semaine d'avant encore, disait qu'elle ne voterait pas notre motion de censure. Donc voilà. C'est un coup tactique qu'ils ont décidé au dernier moment pour essayer d'affaiblir tout le monde. Au final, je ne crois pas qu'ils en soient sortis grandis. Comment a réagi la Macronie face à ces motions de censure et même le camp de François Hollande, où est-ce qu'il en reste? Ils nous ont accusés de mêler nos voix au Rassemblement National. Alors,
Pardon, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous avons refusé de voter la motion de censure du Rassemblement national. Eux ont choisi de voter la nôtre. Mais ça, personne ne peut l'empêcher. D'ailleurs, on a ressorti une vieille affaire. Bruno Le Maire, en 2015, je crois, a associé lui-même ses voix au Front National à l'époque pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et par ailleurs, on voit depuis le début de la mandature au mois de juin, il y a beaucoup plus de votes sur des amendements, sur des articles qui réunissent le groupe Renaissance, donc d'Emmanuel Macron, et le Rassemblement national, que des voix qui se mêlent aux nôtres. Donc voilà, s'il faut tirer des conclusions des mélanges de voix, on voit que ça va être un petit peu compliqué. Alors, je disais tout à l'heure pourquoi est-ce que le gouvernement a déclenché le 49.3, j'ai déjà donné des éléments de réponse, mais plus fondamentalement, c'est tout simplement qu'on a affaire à une minorité présidentielle. C'est une expression qu'on utilise depuis le mois de juillet, mais là qui a pris tout son sens, c'est-à-dire que la Macronie est minoritaire dans l'hémicycle, c'est pour ça qu'ils se sont fait battre sur des amendements, sur des articles, etc. Et présidentielle, parce qu'en fait, tout ne tient que parce que c'est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République. Et d'ailleurs, l'argumentation de Bruno Le Maire et de l'ensemble, et d'Elisabeth Borne, par exemple, ou de Gabriel Attal, qu'on doit supporter aussi dans l'hémicycle régulièrement. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. C'est de dire, puisque Emmanuel Macron a été élu, voilà les textes qui doivent s'appliquer, peu importe ce qu'en pense la représentation nationale, les députés présents à l'Assemblée. C'est à se demander pourquoi est-ce qu'on a organisé des élections législatives. Voilà, donc tout ça c'est le résultat finalement des élections législatives du mois de juin, où je le rappelle, au premier tour, c'est la NUPES qui est arrivée en tête. Alors, les macronistes nous disent, mais de toute façon, il faut appliquer le programme d'Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du programme d'Emmanuel Macron, moi je m'en souviens pas très bien parce qu'il a quand même très peu fait campagne, il a refusé de participer à un certain nombre de débats, mais ils nous disent il faut appliquer ce programme parce qu'il n'y a pas de majorité alternative présente dans l'hémicycle. Alors c'est vrai, à l'heure actuelle, dans l'hémicycle, il n'y a pas de majorité alternative. Mais il y a une majorité populaire dans le pays. Nous, on sait, par les enquêtes d'opinion, notamment, que sur l'essentiel des propositions qu'on porte, dans la France Insoumise et dans la NUPES, on est ultra majoritaire. Sur la retraite, etc., c'est 60, 70, 80% des Français qui pensent comme nous. Donc nous n'avons pas peur de retourner devant les électeurs. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à gouverner. Nous avons repoussé... nous n'avons pas voté la loi de finances du gouvernement, mais par contre nous avons publié notre propre contre-budget. Sur les questions de l'hôpital, par exemple, nous avons lancé notre opération Allo Ségur, et qui a abouti à un document avec un certain nombre de propositions pour les hôpitaux. Donc nous sommes prêts à gouverner et nous sommes prêts à retourner devant les électeurs. Le 49.3, sachez que le gouvernement est prêt à le sortir encore une dizaine de fois d'ici le mois de décembre. Et nous pensons que c'est intolérable, que évidemment ça remet sur la table la question que nous on met sur la table depuis 10 ans de passer à une 6e république par un processus constituant. C'est inadmissible que les pouvoirs de l'exécutif et du législatif soient à ce point déséquilibrés. Et moi je vous invite à une chose, si vous habitez dans une circonscription où votre député est un député membre de la minorité présidentielle, prenez rendez-vous avec lui dans sa permanence, allez lui demander comment c'est possible, allez lui demander comment c'est possible de sortir, de dégainer le 49.3 aussi souvent, allez lui demander comment c'est possible de retirer des amendements qui ont été votés et qui vont dans le bon sens. Voilà. L'action des citoyens, donc ça peut être celle-là, et puis ça a été celle, par exemple, de la marche du 16 octobre. Le 16 octobre, nous appelions les groupes de la NUPES et avec un certain nombre d'organisations à une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Ça a été un très grand succès, donc c'était une manifestation nationale dans les rues de Paris. Ça a été un très grand succès qui a montré à la fois que nous avions de notre côté le nombre, l'enthousiasme et la détermination, et ça, je crois qu'il faut le garder. La lutte, elle est aussi faite de lutte sociale, et en ce moment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de luttes des salariés, il y a un certain nombre de grèves, et qui s'est traduit par un certain nombre de victoires. Des victoires sonnantes et trébuchantes en augmentation de salaire. Il y en a eu chez Total, il y en a eu chez EDF, il y en a eu pour les AESH qui travaillent dans les REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Il y en a eu par exemple chez les routiers, il y a une entreprise qui s'appelle Berger, où les chauffeurs routiers se sont mis en grève et ont obtenu des augmentations. Donc on voit que le rapport de force, ça fonctionne. Et on voit aussi que, en fait,
le climat social nourrit le climat politique et réciproquement. C'est-à-dire que quand il y a des luttes sociales dans les rues et dans les entreprises, eh bien ça pèse sur les débats à l'Assemblée et ça pèse dans le bon sens. Et réciproquement, tout ce qu'on fait à l'Assemblée et les petites victoires qu'on peut gagner peuvent aider le mouvement social, ça j'y crois très fort. Il y a de nouvelles dates auxquelles vous allez être appelés en tant que salarié ou en tant qu'étudiant ou en tant que retraité ou en tant que demandeur d'emploi à participer. Moi je vous invite vraiment à le faire, c'est aussi dans la rue que ça se passe. Je termine sur les questions d'énergie, puisque vous le savez maintenant, moi je suis membre de la commission des affaires économiques et plus spécifiquement en charge de l'énergie, et puis parce que c'est l'actu pour maintenant, c'est l'actu pour cet hiver, et puis c'est l'actu pour les décennies à venir. Un mot sur le bouclier tarifaire du gouvernement. Il a décidé pour 2023 de mettre un bouclier à plus 15% sur les factures d'énergie, c'est-à-dire d'électricité ou de gaz. Alors déjà, il y a un certain nombre de particuliers, d'entreprises, de collectivités qui sont exclus de ce bouclier tarifaire. Et puis, un bouclier à plus 15%, c'est plus un bouclier, c'est une passoire, parce qu'en fait, ça va passer, quoi, quand même. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez voir que dans les mois qui viennent, il y a une grosse actualité sur l'énergie. Il y a un certain nombre de projets de loi qui vont être étudiés, d'abord sur les énergies renouvelables, ensuite sur le nucléaire. Ça, c'est pour l'année prochaine. Il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce matin même, nous auditionnions celui qui sera manifestement le futur président d'EDF. Et en fait, le sentiment qu'on a, c'est que tout est fait à l'envers. Il y a aussi un Conseil national du débat public. Il y en a un premier qui va se faire sur la construction de 2 nouveaux réacteurs nucléaires à Penly, en Normandie. Et puis là, en catastrophe, la semaine dernière, le gouvernement vient d'annoncer un nouveau débat public pour parler du mix énergétique complet, c'est-à-dire quelle est la part des énergies renouvelables, quelle est la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, et qui a démarré jeudi dernier, qui doit s'arrêter le 31 décembre. Donc tout ça est complètement décousu, on fait les choses à l'envers. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit partir des besoins des gens, on doit partir des limites planétaires, on doit partir des avantages et des inconvénients de chaque technologie, et une fois qu'on a discuté de tout ça, eh bien, on peut décliner en projet de loi, et il faut faire une vraie planification écologique et démocratique avec des grandes lignes qui sont décidées nationalement et une articulation avec les collectivités locales et les citoyens localement. Voilà, sur les questions d'énergie, si vous avez la chance d'habiter la 10e circonscription de Seine-et-Marne, c'est-à-dire celle où je suis élu, eh bien vous êtes cordialement invité à une réunion publique le vendredi 18 novembre, où nous allons discuter de toutes ces questions, à la fois pour vous apporter des réponses et aussi pour écouter vos propositions. Ça va nourrir mon travail parlementaire. Et puis j'ai envie de finir en vous disant, on lâche rien, on reste en lien, et puis au prochain récap.